Aujourd'hui, c'est Lauriane qui vous raconte son histoire dans Ex Vitro. Alors Lauriane, elle est née avec une malformation cardiaque et très vite, son enfance, elle a été rythmée par les hôpitaux, les opérations et puis l'attente. Malgré tous les efforts, un jour, il reste plus qu'une seule option, c'est la greffe. Et elle est encore très très jeune. Alors dans cet épisode, elle va revenir sur son parcours hors norme, entre fragilité, courage aussi, et puis la seconde chance qui a changé toute sa vie. C'est une histoire bouleversante, vous allez voir, pleine d'humanité et d'espoir. Et puis ensuite, j'aurai le plaisir d'interroger ici même le professeur Guillaume Le Breton, qui est spécialiste de la greffe cardiaque, qui est chirurgien et qui va nous raconter son métier. Je suis Lauriane Berthoud, j'ai été diagnostiquée d'une cardiomyopathie hypertrophique du ventricule gauche à l'âge de 7 mois et je vis avec le cœur de quelqu'un d'autre depuis maintenant 1 an, donc depuis mes 22 ans. Je grandis à Oudon, dans le 78, dans les Yvelines, avec une mère, un beau-père et 2 sœurs, une grande sœur de 7 ans de plus que moi et une autre sœur de 14 ans de plus. On détecte ma malformation cardiaque lorsque j'ai 7 mois, suite au décès de mon père d'une péricardite à l'âge de 41 ans. Donc c'est du liquide inflammatoire autour du cœur. Lorsque mon père décède, ma mère décide de faire des tests sur ma sœur et moi pour voir si on a également la malformation cardiaque. Les tests qu'on nous fait vont être une IRM et une échographie cardiaque et un karyotype pour voir l'aspect génétique. On découvre que je suis porteuse de cette malformation cardiaque, ainsi que ma grande sœur qui a 7 ans de plus que moi. Cette malformation est une cardiomyopathie hypertrophique du ventricule gauche. C'est lorsque la paroi interventriculaire est trop épaisse, donc la cavité du ventricule gauche est plus petite que la normale. Puisque la cavité du ventricule gauche est plus petite, à l'effort, on se fatigue beaucoup plus rapidement et on peut faire de grosses arythmies. J'ai une enfance qui n'est pas trop marquée par la malformation cardiaque, puisque c'est une malformation qui va être évolutive. Moi, je la ressens pas tant avant mes 10 ans. Donc j'ai une belle enfance, je fais de l'équitation, je joue avec mes amis, je peux courir. On m'a jamais annoncé le décès de mon père ou ma malformation cardiaque. J'ai toujours grandi avec, je l'ai toujours su. Et il n'y a pas eu d'annonce particulière par rapport à tout ça. J'ai des rendez-vous médicaux tous les 6 mois à l'hôpital, à Necker, l'hôpital d'enfants malades à Paris. J'y vais avec ma mère et ma sœur et on voit le professeur Bonnet qui nous a toujours suivis pour une consultation cardio. On fait les échographies cardiaques et ensuite on fait un test à l'effort. Mais à part ça, la malformation, elle n'est pas tant visible. Le fait d'avoir cette pathologie avec ma grande sœur crée un lien extrêmement particulier entre nous. On est très proches, on s'est toujours comprises et je pense qu'on est très liés par rapport à cette malformation. C'est la personne à qui je me suis toujours adressée lorsque j'avais des complications par rapport à cette malformation, puisqu'elle vivait avec la même. C'est la seule personne où je me suis toujours sentie 100% comprise. Et aujourd'hui, ma sœur vit au Canada, on se parle quotidiennement. Et finalement, malgré la distance, on est presque encore plus proches qu'avant. Ma grande sœur, qui a 14 ans de plus que moi, n'est pas atteinte de la malformation cardiaque. On ignore aujourd'hui pourquoi. Quand je suis petite, j'ai pas de restrictions particulières. Je peux m'amuser dans la cour de récréation avec tout le monde. Je peux jouer au ballon, je peux courir, je peux faire de l'équitation comme tout le monde. Enfin, ça a été une ambiance détendue. Ça n'a jamais été un sujet tabou, qu'il s'agisse du décès de mon père ou de la malformation cardiaque. Ma mère m'a jamais mise sous cloche. Je pense qu'elle l'a voulu, mais elle a toujours respecté le fait qu'il fallait qu'on vive et qu'on avait besoin de vivre. J'aime beaucoup aller à l'école parce que déjà, j'y vois tous mes amis et je suis contente d'y aller. Et ensuite parce que dans les études, ça va être un des seuls endroits où je me sens comme tout le monde à 100%, où il n'y a pas de différence avec les autres. Lorsque j'arrive au collège, c'est plus compliqué pour moi. À ce moment-là, on met des aménagements en place. Je vais avoir un double de mes livres, par exemple,
Donc j'ai mes livres à la maison et mes livres au casier pour m'éviter d'avoir à les porter quotidiennement. C'est plus compliqué dans les escaliers. C'est un collège dans lequel il n'y a pas d'ascenseur. Donc j'ai le droit d'arriver avec 15 minutes de retard. J'ai jamais pris ce droit parce que je voulais justement être comme tout le monde et pas avoir d'aménagement particulier. Mais à ce moment-là, ouais, ça devient de plus en plus compliqué. Par exemple, pour les cours de PS, je suis sur le banc des dispensés, donc je suis obligée d'assister aux cours, mais je ne peux jamais participer. Un jour, je dois monter au 3e étage pour un cours d'allemand. Je monte les escaliers avec mes amis. J'arrive en haut et je me sens pas très bien. Je parle pas. Je me mets à ma table et je pose même pas mon sac. Je suis vraiment juste en train d'essayer de respirer. Et un ami se retourne et me dit « Waouh, on dirait un zombie ». Et en fait, une de mes meilleures amies à ce moment-là se retourne et elle se dit « Oula, ça c'est pas normal ». Donc là, elle me sort de la classe et dans les couloirs, je m'évanouis. Ma mère vient donc me chercher et on part à Necker. À ce moment-là, je ressens pas particulièrement que mon état est plus critique. Je me dis juste que j'ai forcé et que le lendemain, ça sera normal à nouveau. La visite à Necker se passe bien. Ils me disent que j'ai un peu trop forcé, mais qu'il n'y a pas d'événement marquant à signaler. Quelques mois plus tard, je refais des examens à Necker, les examens annuels, et on m'annonce qu'il va falloir mettre en place un défibrillateur cardiaque. Le défibrillateur a pour objectif de choquer le cœur si jamais il fait trop d'arythmie. Donc il envoie des salves, et si vraiment le cœur ne se remet pas à battre correctement, il peut l'arrêter pour ensuite qu'il redémarre mieux. Lorsqu'on m'annonce que j'ai besoin d'un défibrillateur cardiaque, je réagis pas particulièrement bien. Je suis en 5e, j'ai 12 ans et je suis pas tant surprise par cette nouvelle puisque ma sœur a déjà été opérée pour en mettre un an auparavant, mais elle était en seconde à ce moment-là. Donc je m'attends à en avoir un, mais en seconde et pas en 5e. Je me dis que je vais plus avoir de jeunesse, que je vais être vraiment différente des autres, que je vais être obligée d'arrêter l'équitation. Et à ce moment-là, je le vis comme une injustice, oui. À la suite de ce rendez-vous, il n'y a pas de changement particulier jusqu'à l'opération qui a lieu le 3 avril. Le 2 avril, j'arrive à l'hôpital accompagnée de ma plus grande sœur. On voit le chirurgien. Le lendemain, je dois me faire opérer vers 11h. Finalement, je descends au bloc qu'à 15h. Je reste 5 heures au bloc. Et ensuite, je suis emmenée en réa. J'ai un très mauvais réveil. J'essaie de m'extuber toute seule. Ils sont obligés de m'attacher au lit. Donc, j'ai vraiment pas un bon souvenir par rapport à mon réveil. L'opération est pas particulièrement douloureuse. Je me rappelle pas de douleur extrême. Maintenant, oui, on m'ouvre quand même le thorax. Donc, c'est quand même une intervention assez importante. Mais je me rappelle pas avoir beaucoup souffert. Je reste 5 jours en réanimation. Ensuite, je passe une nuit en service de cardiologie et le lendemain, je sors. Je suis très faible en sortant de l'hôpital. Je dois faire attention à pas être brusque, à pas avoir les épaules trop en arrière pour que la cicatrice se remette au mieux. Je peux pas avoir les bras en l'air à cause de la cicatrice. Je peux pas me laver les cheveux toute seule, par exemple. À ce moment-là, c'est vrai que c'est pas simple à vivre d'être à nouveau dépendante quand on a 12 ans, à ce point-là. Je me sens un petit peu en décalage avec les autres. Je suis pas du tout en train de vivre les mêmes expériences que mes amis, que les gens de mon âge. Donc à ce moment-là, ouais, je ressens un fossé avec mes amis. On n'a plus du tout les mêmes préoccupations. Moi, je fais attention à bien prendre mes médicaments, à prendre soin de moi, à pas prendre de coups au niveau du thorax, tandis que mes amis sont plutôt en train de faire des expériences de jeunes de 12 ans. Le corps professoral comprend parfaitement la situation et a été parfait avec moi. J'ai eu des profs qui m'ont énormément aidée tout au long de ma scolarité par rapport à cette épreuve. Ensuite, dans mes amis, je me fais une très très bonne amie, Brianna, qui reste fort à mes côtés à ce moment-là, qui est très attentive à mon état. Et lorsque je rentre en 4e, là, je me fais un très très bon groupe d'amis qui connaît la situation, mais on n'en parle pas tous les jours. Juste, ils savent faire attention. J'ai jamais particulièrement ressenti la présence du défibrillateur. Dans certaines positions, il n'était pas agréable, mais c'est tout. Il n'a jamais eu besoin d'être en fonctionnement ou de choquer.
Lorsqu'on met le défibrillateur en place, j'arrête l'équitation, parce qu'au début, c'était trop compliqué. Je pense que j'ai toujours eu un peu la crainte de tomber et que le défibrillateur prenne un coup ou que ça soit compliqué au point de vue médical. J'arrête l'équitation avec regret. Ça me fait beaucoup de mal. La fin des années collège se passe bien. Pour le lycée, je décide d'aller dans une institution avec un bon niveau. J'aime toujours autant l'école, je suis toujours bonne élève. Et à ce moment-là, je sens quand même que la maladie continue d'évoluer. Je ressens un petit peu plus de fatigue. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai peu de temps pour aller chercher le bus. Il me semble que j'ai peut-être 20 minutes pour quitter le collège et arriver jusqu'au bus. Et lorsque vraiment j'essaie de l'avoir, je finis dans des états pliés en deux de douleur au niveau du bas du ventre. Et à ce moment-là, je comprends que ouais, mon état se dégrade. Psychologiquement, c'est pas simple parce que moi, j'ai jamais voulu me définir par cette cardiomyopathie. Donc, je dois un petit peu le cacher par rapport à mes proches, par rapport à mes amis. Je sais que quand on est en groupe, qu'on marche, moi, j'arrive pas à suivre. Ils marchent trop vite. Et généralement, je vais simuler refaire mon lacet, je vais simuler un appel avec ma mère pour ralentir, pour me remettre à mon rythme. Et à ce moment-là, c'est pas simple. J'arrive à poursuivre mes études. On est en 2020, j'ai 18 ans, j'obtiens mon bac, je choisis de partir vivre à Lille pour poursuivre en prépa, ingénieur. Le jour de la rentrée, tout se passe bien, je rencontre très vite un très bon groupe d'amis et je passe beaucoup de temps avec eux. Je vis bien, je suis heureuse et en fait, je suis assez vite coupée dans mon élan. On est au mois de septembre, je sais pas ce que c'est, je ressens seulement une grosse vibration dans tout mon corps. J'ai la même sensation une semaine après. Et encore une semaine après, j'ai une troisième fois cette sensation, mais beaucoup plus fort. Cette sensation, c'est une grosse vibration avec de gros tremblements. Je suis comme projetée en avant et c'est ce qui me fait perdre l'équilibre. Je sais pas du tout de quoi il s'agit, donc je décide d'appeler ma mère. Et ma mère appelle rapidement Necker. Elle me rappelle ensuite et me dit « Perds pas de temps et pars tout de suite à l'hôpital. Va aux urgences de Lille, ils t'attendent. » À ce moment-là, moi, je refuse. Il est hors de question que j'aille à l'hôpital alors que le lendemain, j'ai mes premiers partiels de maths et d'informatique. Et en fait, ma mère insiste. Je me fais même un peu taper sur les doigts. Donc, je me dis que je vais quand même l'écouter. Et je me rends aux urgences de Lille et je vois les médecins. Ils m'annoncent que grâce au défibrillateur, on sait que j'ai fait de grosses arythmies et que je suis montée à environ 206 battements par minute en moins de 5 secondes. Après ce rendez-vous, les médecins décident de me changer de traitement et je reprends comme si de rien n'était. Je fais bien attention à mon hygiène de vie. Je décide de moins boire de coca, de mieux dormir, de mieux manger, de bien prendre mes médicaments parce que je me rends compte que plus mon hygiène de vie est bonne, moins j'ai de problèmes. Pendant 1 an et demi, il n'y a pas d'événement marquant. Je fais de petites arythmies par-ci par-là jusqu'à ce que je reçoive une convocation pour un rendez-vous au CHU de Lille le 21 mars 2022. Je suis convoquée à l'hôpital à 7h30. Je suis installée dans une chambre et on commence les premiers examens, donc un électrocardiogramme, une prise de sang. Ensuite, je suis emmenée par un brancardier dans une salle d'attente, puis dans un couloir, sur une petite chaise. J'attends mon tour. Il y a une télévision. J'y prête pas particulièrement attention, c'est la radio. Et lorsque je suis installée dans le couloir pour patienter, j'entends Hotel California. C'est une musique qui est importante dans notre famille. C'est la musique que ma mère a choisi de mettre au moment où mon père est parti le jour de l'enterrement. À ce moment-là, je me dis, OK, moi, je regarde un peu les signes quand même. Je me dis, OK, il est là, tout va très bien se passer, quoi. Il est présent, il est à mes côtés. Et je finis par rentrer dans une salle dans laquelle il y a déjà un médecin. Et ce médecin me fait une échographie cardiaque. Après l'échographie cardiaque, je rentre dans une deuxième salle pour réaliser le test à l'effort. C'est un test que j'ai toujours détesté.
Je monte sur le vélo, on m'équipe de A à Z. Donc, on va mettre des électrodes, le masque et tout ce qui va avec. Et je commence à pédaler. Au début, la difficulté n'est pas très importante. Puis, ça devient de plus en plus dur. Plus les minutes passent, plus c'est compliqué. Et je m'arrête à environ 6 minutes de test. Je suis assez fière de moi. Je suis contente d'avoir fait 6 minutes. Je descends de mon vélo et je m'assois près du médecin qui regarde son écran. Et elle se tourne vers moi et me dit « Bon, votre cœur est assez fatigué. Il a subi quand même une grosse dégradation. C'est pas normal. Il va falloir mettre quelque chose en place. » À ce moment-là, je m'attends à peut-être une intervention pour ajouter des sondes de défibrillateur, ce que ma sœur avait subi quelques années auparavant. En fait, pas du tout. Le médecin me présente 3 possibilités. Une première, dont je me rappelle pas, une deuxième, et une troisième option, qui est la greffe cardiaque. Lorsque le médecin m'annonce que mon état nécessite une transplantation cardiaque, je suis très choquée. On n'en avait jamais parlé auparavant. Donc c'est compliqué à digérer. Sur le coup, la première phrase qui va me venir en tête, c'est « je suis trop jeune pour mourir ». J'ai que 20 ans. À ce moment-là, j'ai une larme qui coule sur ma joue et je m'excuse tout de suite pour cette larme parce que je me sens pas du tout légitime de ressentir cette émotion. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Je suis triste. Je suis ensuite emmenée dans une salle d'attente. À ce moment-là, je suis toute seule. J'ai qu'une envie, c'est d'appeler ma mère, d'appeler mes sœurs et en fait d'annoncer la nouvelle, de leur dire ce qui vient de m'être dit parce que j'ai besoin de le sortir, j'ai besoin de le verbaliser et de l'intégrer. J'appelle ma mère. Au début, elle y croit pas du tout. Elle me dit « Écoute, Lauriane, on a dit pareil à ta sœur au même âge, c'est une mauvaise phase, c'est rien. » Et à ce moment-là, je réagis pas très bien. Je lui dis qu'elle était pas là, qu'elle sait pas le ton sur lequel on me l'a annoncé, qu'elle a pas vu le médecin, le caractère un peu urgent de l'annonce. Et ouais, c'est pas simple, comme décalage un petit peu, d'avoir vécu ça toute seule. Je sors de l'hôpital en fin d'après-midi. C'est très compliqué parce que, en fait, rien de concret n'a vraiment changé. Mais par contre, l'annonce que je viens de recevoir est énorme. C'est compliqué de réaliser. Ma mère me dit « Ok, je viens te voir, je monte à Lille. » Je lui demande de pas venir. Je lui dis que aujourd'hui, rien de concret n'est en place, que j'ai pas besoin qu'elle monte, que je suis bien entourée par mes amis et que moi, je veux rien changer à mon quotidien. Je veux continuer d'aller en cours, je veux continuer ma vie comme si de rien n'était. Et le jour où il faudra mettre des choses en place, elle sera là. Mais en attendant, ça va. Ma mère respecte mon choix et ne monte pas dans l'immédiat, mais va venir un week-end avec mes sœurs. À ce moment-là, je leur exprime mon choix de ne pas vouloir cette greffe. C'est trop compliqué pour moi. J'ai l'impression que je suis pas légitime, que c'est par confort, que moi j'ai reçu ce cœur de mon père. J'ai 7 mois quand il décède, donc c'est compliqué. C'est un des seuls liens que j'ai avec lui, en tout cas pour moi à ce moment-là. Et c'est ma sœur qui va me rassurer en me disant que non, physiquement je lui ressemble beaucoup et que j'ai pas besoin de cette malformation pour qu'il continue d'exister auprès de moi. Je parle énormément avec ma famille et je finis par accepter cette greffe. Le 13 avril, je me rends à l'hôpital pour le cathétérisme droit. Examen à l'issue duquel on m'annonce que la greffe est pas nécessaire dans l'immédiat. On me dit pas qu'elle sera nécessaire un jour. On me dit seulement « Ok, votre état ne nécessite pas de greffe ». Cette annonce n'est pas simple à vivre parce que je commençais à me faire à l'idée qu'il fait une greffe pour que je continue à vivre. Et en fin de compte, on me dit que c'est pas nécessaire. Mais je rebondis très vite en me disant c'est pour le mieux, c'est très bien, je peux garder mon cœur, je peux continuer ma vie. À ce moment-là, je profite à fond, je pars en Crète avec mon copain de l'époque, je pars en Monténégro avec une de mes meilleures amies, Eléa, et avec ma mère. Donc vraiment, je profite. Au Monténégro, on s'aperçoit quand même que mon état se dégrade. À ce moment-là, j'ai de plus en plus de mal à m'alimenter. J'ai beaucoup la nausée dès que je mange un tout petit peu, même quand j'ai très faim. Donc c'est pas simple à vivre. Je rentre du Monténégro, donc je retourne à Lille. À la rentrée, je revois mon médecin, pas pour des examens en particulier, juste pour échanger. Et en lui parlant de mes nouveaux symptômes,
Il me dit qu'on va réétudier le cas de la greffe. Il organise de nouveaux examens mi-octobre 2022. Les résultats sont pas bons et je vais avoir à l'issue de ce rendez-vous beaucoup de prescriptions pour aller voir un nombre assez important de spécialistes différents pour s'assurer qu'en dehors du cœur, le reste aille bien. Donc je vais voir un gynécologue, un dermatologue, un gastro-entérologue et plein d'autres spécialistes. L'objectif de ces examens pré-greffe est de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème majeur en dehors du cœur, que je sois bien éligible et de m'inscrire sur la liste de transplantation cardiaque. Fin novembre, je reçois un appel de l'hôpital pour mettre en place une commission. Une commission, c'est une réunion avec plusieurs médecins, plusieurs spécialistes et avec mes proches. J'ai choisi ma mère et mon copain de l'époque pour m'accompagner et on a discuté lors de cette commission de mon éligibilité quant à la greffe cardiaque, des risques. Il y a 20% de risque de décès lors de cette intervention. Il peut y avoir aussi un caillot qui va se former et qui va pouvoir empêcher la bonne irrigation d'un membre. Donc je peux me réveiller avec un membre moins fonctionnel par exemple. Avant de me rendre à cette commission, je connaissais déjà les risques. Je me doute bien qu'une transplantation cardiaque, c'est pas anodin. Donc je suis pas surprise ni choquée par les risques qu'on m'énonce. À l'issue de cette commission, je me sens prête à être inscrite. Je suis inscrite sur la liste de transplantation cardiaque le 19 janvier 2023 et l'inscription est effective quelques jours après. Je sais que le jour même de la signature, donc le 19, je signe, tout va bien. Mais lorsque 3-4 jours plus tard, je me rends compte que c'est sûrement effectif, là c'est compliqué. Un soir, en allant me coucher, je prends un gros coup de panique. J'ai fort la nausée parce que je suis en train de réaliser qu'à partir de ce moment-là, mon portable peut sonner à n'importe quel moment. Et je suis absolument pas prête à ce qu'on m'appelle et à ce qu'on me dise « un cœur vous attend ». Initialement, je pense que l'opération va vite arriver. Je pense que je vais rapidement être greffée. Je passe par plusieurs phases. Tout d'abord, la panique. Ensuite, je commence à être prête, suffisamment en tout cas, pour ne plus être stressée. Et ensuite, j'attends. Vraiment, je passe par des phases d'attente où c'est très dur, où je fixe mon portable et je me dis, il va sonner, il va sonner, il va sonner. Il sonne pas. Mais l'attente est de plus en plus compliquée. Surtout qu'attendre veut dire rester dans un périmètre de 2 heures autour de mon centre de greffe, donc autour de Lille. Lille, c'est très sympa, mais au bout de 2 ans, on commence à faire le tour. Donc c'est une attente qui est pas simple. C'est une attente dans laquelle je vais aussi être en colère parce que ça sonne pas. On m'avait dit que ça irait vite, ça va pas vite. Et malheureusement, c'est la faute de personne. Donc c'est une attente dans laquelle je vais vivre beaucoup de phases différentes. C'est une attente particulière parce que finalement, c'est attendre le décès de quelqu'un pour que moi, je puisse vivre. Ça, psychologiquement, c'est pas simple non plus à vivre. C'est même compliqué de se dire que j'attends le décès de quelqu'un d'à peu près mon âge pour qu'il y ait vraiment une compatibilité parfaite pour que moi, j'avance. À partir de novembre 2024, je ressens de plus en plus de symptômes. Je vais de moins en moins bien. À l'effort, c'est insoutenable. Je vomis dès que je fais le moindre effort. Je peux pas manger avant d'aller me promener, par exemple. J'ai extrêmement mal au ventre. Et à ce moment-là, je me rends compte que dès que je fais un effort trop important, je vais être un peu marbrée, bleutée sur les membres. C'est compliqué à vivre. Je me sens pas bien. J'ai de nouveaux examens la semaine du 9 décembre 2024. Je suis accompagnée de ma mère pour aller à ces examens. Lors de cette semaine, les médecins sont un peu inquiets. Moi, j'avoue que je m'en rends pas particulièrement compte. Ma mère ressent beaucoup l'inquiétude des médecins et elle me dit là, je pense que ça va bouger, Lauriane. Et moi, j'y crois pas du tout. Je lui ai dit écoute, ça fait 2 ans que j'attends. J'y crois pas. Je pense pas que ce soit le cas. Les premiers examens sont le 9 décembre et les suivants le 11. Donc le 10, je reste à la maison pour me reposer et je suis à ce moment-là avec ma mère. En fait, ma mère, à ce moment-là, pleurait beaucoup. Elle pensait vraiment qu'elle allait me perdre. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a annoncé à certains de mes amis en disant que j'étais en train de mourir, en fait. De mon côté, je vais bien. Je me rends pas particulièrement compte du caractère urgent de la situation.
Je continue d'aller en cours. Le samedi, le 14 décembre, c'est l'anniversaire de ma mère. Donc on sort, on va au restaurant. Je vais pas plus mal que les autres jours. Donc je me sens bien dans mon quotidien. Le lendemain, j'ai un gros rhume. Donc je me sens vraiment HS. On fête Noël le 15 décembre, c'est un peu particulier, mais on fête Noël avec ma mère, mon beau-père et le fils de mon beau-père. Je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment KO à cause de ce rhume. On passe une très bonne journée. Le soir, je rentre et ma mère, accompagnée de José, mon beau-père, et de son fils Hugo, rentre aussi sur Paris. Ma mère a beaucoup de mal à me quitter. Elle me dit « Écoute, je reste avec toi à Lille ». J'ai dit « Ben non, il n'y a aucune raison que tu restes. Oui, je suis pas au top, je vais prendre du Doliprane, ça ira mieux. Moi, ma vie, elle doit continuer, donc j'ai pas particulièrement envie que tu restes. » Et vraiment, elle insiste. Je lui demande de rentrer chez elle, en fait. Et le lendemain, je pars au travail, fatiguée, malade, mais je pars au travail et ça se passe bien. Le soir, je rentre, je suis toujours avec mon copain, on passe une très bonne soirée, tranquille, parce que on était tous les deux très fatigués. On va se coucher assez tôt, aux alentours de 21h. À 21h30, mon portable sonne. Je vois un numéro masqué, donc je réponds. Je réponds toujours en haut-parleur. Mon téléphone est toujours en haut-parleur. Et j'entends « Bonsoir, c'est l'Institut Cœur-Poumon ». Je me dis rien de particulier à ce moment-là. Surtout que j'avais passé des examens la semaine passée, donc je me dis que peut-être qu'ils veulent m'annoncer quelque chose de basique. À 21h30, ça serait un peu surprenant, mais à ce moment-là, c'est ce que je me dis. Et en fait, c'est quand le médecin se présente comme étant un anesthésiste réanimateur que je me redresse tout de suite. Et là, on se regarde et on se dit « Ouf, ça, on ne l'a jamais vécu par contre ». Donc là, je comprends très vite. Et le médecin me dit « il y a un greffon qui vous attend et on aimerait que vous soyez là dans un petit peu moins d'1 heure ». Là, on se redresse. J'appelle tout de suite Justine, une très bonne copine. Ensuite, j'appelle ma sœur et j'hésite à appeler ma mère parce que je me dis ça va l'inquiéter. Et en plus, j'avais comme idée première d'aller me faire opérer et de l'appeler après le bloc en lui disant tout s'est très bien passé, j'ai été greffée, maintenant tu peux venir. Je me rends compte que je peux pas lui faire ça, que c'est pas juste. Donc je l'appelle un quart d'heure après et je lui dis ça y est, on a un cœur. Ensuite, Salomé vient me chercher. On va ensemble tous les 3 à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, on me met dans une chambre, la 588, au 5e étage. Et on me prépare. Donc je dois prendre une douche au savon doux, je dois me raser intégralement. Donc tout ça, on le fait tous ensemble. C'est de beaux moments. On prend beaucoup de photos, on rigole beaucoup. C'est vraiment sympa. C'est une bonne ambiance. Et à 23h, je m'installe sur le lit. Je suis prête à descendre au bloc. Et je vois le médecin, l'anesthésiste réanimateur que j'avais eu au téléphone plus tôt. Il me demande où est ma mère. Et je lui dis qu'elle sera pas là, mais que je suis prête à descendre au bloc sans le avoir, que c'est OK, que je m'étais préparée à cette éventualité. Et il me dit non, on attendra votre maman, c'est trop important. Je descends au bloc à 1h30. Mon copain de l'époque m'emmène le plus loin possible en me tenant la main. Puis, à un moment, on se lâche. Je lui dis à tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment important de formuler à tout à l'heure. Et les brancardiers me mettent juste devant le bloc, où je suis reçue par 2 super infirmières qui vont me parler, qui vont échanger avec moi, qui vont me préparer, qui vont mettre les électrodes un petit peu, etc. Et là, mes proches se sont tous installés à des endroits un peu stratégiques de l'hôpital pour que lorsque ma mère arrive, elle puisse se garer vraiment n'importe comment, juste devant les urgences, et courir pour me trouver le plus vite possible. Elle arrive. C'est un moment très court, mais assez intense. On se serre fort la main. Elle me dit « Écoute, tout va bien se passer. Ça y est, on y est. » Et puis, on a toutes les deux un grand sourire et les yeux pleins de larmes, mais de belles larmes. Et puis, je rentre au bloc. Une infirmière vient me voir et me dit « Je sais que c'est un peu impressionnant. Tout le monde se met dans sa bulle et se concentre pour que tout se passe au mieux. Tu vas avoir une chirurgienne qui travaille très bien, très vite, efficacement. Moi, maintenant, je suis là pour toi, tu te concentres que sur moi. » Je l'écoute, je me concentre vraiment que sur elle.
Elle me met quelque chose qui me pique un peu sur le front. J'imagine que c'est pour surveiller mon encéphalogramme. Et ensuite, l'anesthésiste réanimateur vient me voir et me demande quelle musique je veux pour m'endormir. Moi, j'ai déjà déconnecté. Je suis incapable de connecter deux neurones pour trouver une musique. Je suis déjà loin, je pense, pas par rapport à des substances ou à des médicaments qu'on me met déjà, mais juste, je pense que là, ça y est, je me laisse complètement porter et je leur laisse vraiment ma vie entre leurs mains. Donc, je sais pas. Et l'anesthésiste réanimateur choisit la Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Très belle musique. Il commence à la mettre. L'infirmière me met le masque dans lequel je dois respirer et m'attrape la main. Et je m'endors sur « Il fait toujours beau au-dessus des nuages ». L'opération dure 5 heures, puisque je rentre au bloc aux alentours d'1h30. Et à 6h30, ma mère reçoit un appel comme quoi je suis bien sortie du bloc et que la première étape est validée. Ma mère est très heureuse, elle respire enfin, mais elle est un peu surprise par cette expression de première étape. Elle se dit, elle a été greffée, le cœur est reparti. Comment ça, première étape, tout va bien, elle est sortie d'affaire. Et c'est pas tant le cas. Je me réveille à 10h30, je me réveille bien. Pour moi, j'ai un très beau réveil. C'est très flou, tout, je suis vraiment complet dans le gaz. Je vomis beaucoup, mais c'est tout ce dont je me souviens. Je sais que je suis très entourée, je saurais pas dire par qui, c'est des professionnels de santé, mais je suis tellement dans les vapes que je suis incapable de mettre un visage sur les personnes autour de moi. Je sais juste que je suis entre de très belles mains. En fait, j'apprends plus tard que je suis avec Manon, mon infirmière de jour. Et j'aperçois à la fenêtre, puisque je suis dans une chambre stérile, j'aperçois à la fenêtre mes proches, donc tout d'abord ma mère et Chris. Quand je vois le scope, je vois qu'un cœur bat, je suis trop heureuse parce que je me dis, j'ai réussi, ça fonctionne. Je regarde mes proches et je fais des grands pouces en l'air en disant, j'ai réussi, je suis là. J'ai un grand sourire, mais le discours derrière le sas est un peu différent, puisque à ce moment-là, on est en train d'expliquer à ma mère que mon cœur a un problème de contractilité et que mes reins sont en train d'en pâtir. C'est compliqué. Ma mère pose beaucoup de questions. Les médecins n'ont pas de réponse. Ils disent voilà, actuellement, ce qu'on a fait. Maintenant, c'est pas l'état dans lequel elle sera dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. On va vraiment vivre heure après heure et on verra. Mais ils répondent à aucune des questions. Je pense que c'est un petit peu perturbant pour ma mère. À ce moment-là, les médecins donc décident de me mettre sous dobutamine et de mettre en fonctionnement le pacemaker externe. Le lendemain, je me réveille avec un cœur qui bat comme un fou dans ma poitrine. Je regarde le scope, je suis à 130 battements par minute avec une tension à 18. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je veux pas vivre avec ça tout au long de ma vie, en fait. Je me dis, mais waouh, il bat comme un dératé et moi, je veux pas sentir... la cohabitation, au début, a pas été simple. Ce jour-là, les infirmiers ont fait venir la psy. Et elle m'a tout de suite rassurée. En fait, elle m'a expliqué que le cœur battait si fort, mais que c'était une très bonne nouvelle parce que ça voulait dire que le problème de contractilité était en train de se résoudre et qu'on pouvait diminuer les doses de dobutamine. Au départ, ce cœur, j'ai beaucoup de mal à vivre avec. Les premiers jours, c'est très compliqué. Et du coup, je rentre dans une bataille avec moi-même en me disant « Lorraine, tu peux pas le rejeter. On n'a pas d'autre option. Là, notre vrai cœur, il est loin. Il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière. Mon vrai cœur, il n'est plus avec moi aujourd'hui, mais il a pu également sauver une vie puisque j'ai pu faire don de mes valves. Les jours qui suivent sont pas simples. Je suis soit en exaltation complète, soit au fond du gouffre. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est assez particulier au niveau des émotions. Je me sens bien. Je me sens tellement bien que je comprends pas pourquoi je suis à l'hôpital. Je suis branchée de partout, j'ai une cicatrice et des agrafes plein le corps, mais je n'arrive pas à accepter le fait que je sois enfermée dans une pièce de 20 mètres carrés. J'en veux aux médecins, j'ai l'impression que si je suis à l'hôpital, c'est de leur faute, que s'ils me laissaient dehors, je pourrais courir un marathon presque. J'étais loin d'en être là quand même. J'aime quand les médecins viennent me voir pour me donner des nouvelles. J'aime les repas, vraiment ça me rythme ma journée. Et je suis contente parce que j'ai faim, j'ai très faim à ce moment-là. Je sais pas si c'est à cause des médicaments ou quoi, mais même la nourriture de l'hôpital, je l'attends avec impatience. Je suis contente parce que rapidement, j'arrive à me laver seule.
Je fais de petits progrès chaque jour. Je commence par marcher dans ma chambre, je suis trop heureuse. Ensuite, je marche dans les couloirs de l'hôpital et je finis même par marcher sur le parking de l'hôpital le 25 décembre, donc beau cadeau de Noël. Je reprends de plus en plus d'autonomie et ça me fait plaisir. Je passe 10 jours en réa, 10 jours en service de cardiologie aux étages et 10 jours en centre de rééducation avant de pouvoir rentrer chez moi. Je sors du centre de rééducation le 17 janvier 2025. À la maison, il y a ma mère et mon copain. Ma plus grosse angoisse est à propos de mes habitudes de vie. J'ai jamais été une grosse cuisinière et là, je sais qu'il va falloir que je me fasse à manger correctement parce que je vais avoir un régime alimentaire à respecter, surtout au début. Une adaptation thérapeutique avec les médicaments. Ça va être les premières fois où je vais faire mes piluliers et que personne ne va vérifier derrière moi. Donc c'est assez impressionnant. J'ai un traitement assez important, une dizaine de médicaments matin et soir, avec un traitement anti-rejet et des antibiotiques également. Le 20 janvier, je retourne à l'hôpital pour faire une biopsie. Ça va être des examens très réguliers pour être sûr que je ne sois pas en rejet. Et le 21 janvier, je reprends l'école. Tout d'abord en visio pour respecter l'aspect bactériologique. Et ensuite, je me rends aux cours qui nécessitent absolument ma présence. Et le 24 février, je reprends mon alternance. À ce moment-là, je me rends pas tellement compte de tout ce qui vient de se passer. Je sais que mon quotidien a changé parce que je me protège beaucoup, je mets un masque, je fais attention à ce que je mange, à mes habitudes de vie. Mais je me rends pas tellement compte de ce qui vient de se passer. Et je réalise que j'ai besoin de changement. J'ai plus envie de vivre à Lille, j'ai plus envie de... Là, ok, tout s'est très bien passé, mais il faut que ce chapitre se termine et que je vois autre chose. En mars, je décide de postuler dans la région dans laquelle ma grand-mère vit, donc dans le sud-ouest, du côté de Biarritz. C'est une région que j'ai toujours aimée. J'ai envie de me rapprocher de ma grand-mère que j'ai pas pu voir pendant 2 ans. On a une relation très, très importante. Et très rapidement, je suis prise pour commencer un poste chez Total en tant qu'ingénieure. Je suis très heureuse. Je me rends compte que là, va y avoir du changement. Aujourd'hui, je suis installée à Pau. J'aime beaucoup le travail que je fais. J'ai vraiment recommencé une vie à zéro puisque j'ai également vécu une rupture. Je reste en très bon terme avec mon ex puisque on a vécu des choses très importantes ensemble, mais il a fait partie du chapitre précédent. Aujourd'hui, je fais du sport. J'ai commencé la course à pied. Je me suis mis comme objectif de participer à la boucle de 14 km le 3 mai à Biarritz lors du marathon. J'ai repris le ski. Et aujourd'hui, je vis ma vie à 100%. Je croque la vie à pleines dents. Aujourd'hui, les médecins ne disent pas que je suis guérie. C'est pas le cas. J'ai seulement changé de pathologie. Je n'ai plus cette malformation cardiaque initiale. Mais aujourd'hui, je suis une jeune femme greffée avec certaines contraintes, mais beaucoup d'avantages. Je garde de cette opération ma cicatrice. C'est une cicatrice qui part quand même du bas de mon cou jusqu'à mon abdomen. Donc c'est une grosse trace de cette expérience et de cette épreuve. J'ai pas honte. Au début, ça a été compliqué. J'avais du mal à la supporter sur mon corps. Et aujourd'hui, je la porte fièrement. Aujourd'hui, ce cœur, c'est le mien. Si au départ, la cohabitation avec ce nouveau cœur n'a pas été simple, aujourd'hui, je me pose même plus la question. Ce cœur, c'est le mien. Je fais chaque pas en pensant à mon donneur. Chaque pas que je réalise, c'est en hommage à ce donneur parce que sans lui, je serais incapable de le faire. Et je suis consciente que je vis plus seulement pour moi-même, mais aujourd'hui, je vis pour 2. Ce parcours m'a pas mal changé et a pas mal bouleversé la vision que j'avais de la vie. Aujourd'hui, j'aspire à découvrir le plus de choses possibles, à faire du sport, à faire des randonnées, à voir des paysages incroyables, à voyager. Je veux vraiment voir tout ce que je peux voir. Je veux plus avoir de contraintes. Je veux juste vivre pour moi et profiter de tout ce que la vie peut m'apporter.
Mon entourage est un peu inquiet. Ils m'ont vue longtemps restreinte, sous contrainte, et aujourd'hui, ils me voient vivre à 100%. Ils me voient partir tous les 4 matins à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde. Et c'est un peu compliqué pour eux, mais ils me laissent vivre et ils comprennent parfaitement la soif de vie que je peux avoir aujourd'hui. Lorsque j'ai appris que mon état nécessitait une greffe cardiaque, j'ai cherché pas mal de témoignages et j'en ai pas trouvé. C'était compliqué pour moi parce que je tombais essentiellement sur des reportages, sur des personnes âgées et ça n'a pas été simple du coup de me projeter dans ce parcours. J'ai donc décidé de créer un compte sur Instagram et sur TikTok, un compte qui s'appelle Cœur Pamplemousse, sur lequel j'explique tout ce que j'ai traversé. Mon compte s'appelle Cœur Pamplemousse parce que quand j'étais plus jeune, avec ma sœur, on disait que c'était nos cœurs pamplemousse. Et ma sœur avait pris l'habitude de me demander comment allait mon pamplemousse. Ce compte me tient à cœur parce que si je peux aider ne serait-ce qu'une personne qui est en train de vivre la même chose, eh bien, tant mieux, c'est que j'ai réussi. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de messages, des messages de familles, de proches, de donneurs, et qui m'ont dit que c'était génial de pouvoir voir ce qu'un receveur pouvait vivre grâce à un donneur. C'est des messages qui sont bouleversants, c'est des messages qui prennent aux tripes, mais que je suis ravie de recevoir. Et aujourd'hui, je pense que c'est également important de parler du don d'organes. Et mon compte fait un petit peu comprendre cet aspect-là aussi. Le don d'organes, c'est quelque chose de compliqué. Puisque en France, si on ne dit pas qu'on ne veut pas donner, on est d'office donneur. Mais si un membre de la famille s'oppose à ce don, ben on n'est plus donneur. Et je pense que c'est primordial de parler de ce sujet avec ses proches, parce que je pense que déjà ça enlève un gros poids. Si malheureusement il arrive le pire lorsqu'on est jeune, je pense que c'est très dur pour les parents, surtout dans un contexte pareil, de se dire « je viens de perdre mon enfant et en plus il faut que je fasse moi, que je prenne moi la responsabilité de donner ses organes ou non ». Tandis que si on a prévenu nos proches, les parents peuvent gérer leur peine comme ils le peuvent, dans toute la difficulté que ça implique, mais ne pas se concentrer sur tout ce qu'il y a autour. J'aimerais m'engager davantage dans tout ce qui est au sujet du don d'organes et de la transplantation. C'est compliqué, mais c'est quelque chose que j'envisage de faire à l'avenir. Mon rêve aujourd'hui, c'est de vivre de cette manière le plus longtemps possible, d'être heureuse, de vivre à 100%, de prendre tout ce que la vie peut m'offrir et de profiter. Après le témoignage de Lauriane, pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Guillaume Le Breton. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes professeur des universités en chirurgie cardiovasculaire à la Sorbonne, spécialiste en chirurgie du cœur et des gros vaisseaux et en transplantation cardiaque et en assistance circulatoire. Je ne sais pas si je comprends tout ce que je dis. Assistance circulatoire, c'est quoi ? Schématiquement, c'est les machines qui remplacent le cœur, c'est-à-dire les cœurs artificiels. C'est ça. Alors, on va en parler quand même des cœurs artificiels, mais je voudrais qu'on commence par parler du cas de Lauriane. Est-ce que sa pathologie, elle est fréquente ? C'est quelque chose que vous rencontrez beaucoup dans votre pratique ? Alors, c'est pas particulièrement fréquent, mais ça fait partie des causes principales d'indication de transplantation cardiaque. En fait, c'est une maladie qui engendre une insuffisance cardiaque. Le cœur se contracte plus suffisamment. Ça veut dire qu'il fait pas le job Il fait plus son travail de pour pompe. tenir la vie quotidienne, Voilà. si je résume. Et si on fait rien, le patient il va mourir. Donc ça fait partie des maladies Parce que le cœur se fatigue. Parce que le cœur, oui, à la fin, il n'arrive plus à travailler correctement. Parce que dans son cas précis, en fait, les parois du cœur s'épaississent. Et donc, à la fin, il n'arrive plus à se contracter correctement et à assurer suffisamment son travail de pompe. Et comment on la diagnostique, cette maladie ? Est-ce que, par exemple, ça se voit à l'échographie chez une femme enceinte ? Alors, ça se voit à l'échographie une fois qu'on grandit. En fait, c'est plutôt chez l'adulte. Progressivement, on voit apparaître un épaississement des parois du cœur et puis une fonction cardiaque qui ne marche plus. Puis le patient devient essoufflé
dans un tableau d'insuffisance Mais il cardiaque. n'y a Ouais. pas de symptômes prématurés chez l'enfant? Alors, chez l'enfant, ça peut se dépister un peu plus tôt, mais très souvent, c'est au fil de l'évolution, c'est en grandissant, c'est avec le temps, en fait. C'est Alors, ça. c'est souvent des maladies héréditaires, donc Mmh. on est plus vigilant sur certains patients parce qu'il y a une hérédité qui les prédispose à ça. D'accord. Alors, juste qu'on parle un petit peu de votre métier, professeur, vous avez opéré combien de cœurs? Vous avez greffé combien de cœurs? Alors ça, vous me posez C'est vrai, une vous colle. savez pas Non, tellement vous l'avez fait? je sais pas exactement, on en fait beaucoup, hein, surtout moi je suis à la Pitié-Salpêtrière. On transplante, énormément de patients, parce que c'est un peu c'est un des centres qui est reconnu au niveau mondial pour ça. Donc on transplante énormément, on fait beaucoup d'assistance circulatoire, de cœurs artificiels, mais combien? J'avoue que je sais pas, c'est pas un palmarès, hein, ce qui compte, c'est de bien le faire. Bien Mmh. sûr. Ça vous émeut à chaque fois? Oui, oui, parce que, bah, vous voyez des patients, surtout qu'on les suit parce qu'en fait, on les voit avant, on voit la situation qui s'aggrave, on veut les prioriser pour aller vers, la transplantation, et un jour, il y a une transplantation, il y a un greffon, il y a toute une chaîne qui se met en œuvre pour pouvoir le transplanter le patient et puis derrière, on les suit pour les sortir de la réanimation, puis de l'hôpital et on les revoit régulièrement en hôpital de jour après pour assurer le suivi. Donc c'est des Oui, c'est on a du des temps belles long, quoi. histoires. Ouais, Mmh. ouais, bien sûr. Mais quand vous dites que vous les suivez, ça nécessite aussi de temps en temps de se battre pour eux? Par exemple, d'essayer de se battre en essayant d'expliquer que ils sont prioritaires par rapport à d'autres? Alors ça nécessite de se battre, c'est surtout eux qui se battent, hein, pour pouvoir tenir le coup Mmh. et puis, c'est important, hein et nous, on se bat parce que c'est notre métier, hein. On se bat déjà pour les amener jusqu'à la transplantation, parfois pour les convaincre, parce qu'au début, bah, les patients, ils sont un peu réticents et c'est normal et puis après leur avoir expliqué, après on se bat parce qu'il y a la transplantation. Parfois techniquement, c'est compliqué et puis derrière, le patient peut développer des complications. Donc avec les équipes de réanimation, de cardiologie, il va falloir se battre pour passer ces complications. Et puis voilà, donc oui, c'est un combat de tous les jours, mais qui en vaut la peine parce que ça sauve des vies, quoi. Oui, et puis collégial. Vous êtes beaucoup. Bien sûr. Et vous êtes combien d'ailleurs en salle d'op? Ça se passe comment? Oh, combien il y a, il y a l'équipe chirurgicale, bien sûr. Oui. Donc il y a le chirurgien. En général, il y a un aide opératoire ou deux. Il y a un autre chirurgien qui va prélever le cœur. Il y a une infirmière instrumentiste. Il y a l'infirmière qui circule dans la salle. Il y a un perfusionniste qui est quelqu'un qui est souvent inconnu du grand public, mais qui est celui qui gère la machine cœur-poumon, qui permet d'arrêter le cœur et de remplacer le cœur le temps de l'intervention pour maintenir le patient en vie. Et puis, bah, il y a l'équipe d'anesthésie, un anesthésiste ou deux, et puis une infirmière anesthésiste. Donc, ça fait une grosse équipe, hein. Et parce que vous avez combien de temps quand vous prélevez le cœur? Vous avez combien de temps pour mettre le nouveau cœur? Déjà, il faut comprendre que c'est toute une chaîne, hein. C'est-à-dire que là, Mmh. on voit l'équipe qui transplante, mais il y a toute une chaîne qui va aller jusqu'à la transplantation. Ça va des équipes qui assurent la coordination du don d'organes, ensuite l'organisation du prélèvement. Il y a des tas d'inconnus, de gens qu'on ne voit pas, mais qui sont essentiels, hein. Vous avez les chauffeurs, les pilotes, vous avez les motards de la police qui nous escortent. Enfin, il y a vraiment toute une chaîne de solidarité, hein, qui se met en place parce que justement, le temps entre le moment où on arrête le cœur chez le donneur et le moment où le cœur doit repartir chez le receveur doit être le plus court possible. Il faut en gros entre 2, 3, 4 heures grand maximum. Au-delà de 4 heures, les cœurs, ils ont des dysfonctions, ils souffrent et derrière les suites sont très compliquées. Mais donc, il y a pour un donneur, il faut que le donneur soit dans les environs, en fait. On peut pas greffer un cœur, qui vient de loin. Alors, oui et non, c'est-à-dire que si on est capable d'amener le greffon dans les 2, 3 heures, dans le centre de transplantation, c'est possible et c'est pour ça qu'en urgence, un peu partout sur le territoire national, quand on doit aller prélever un cœur, on Il y a des mobilise, hélicoptères? hélicoptères, des jets, les motards de la police, enfin, il y a vraiment toute une chaîne pour faire le plus vite possible, pour réduire au maximum ces durées de C'est une transport. course contre la montre quand C'est même. une course contre la montre et c'est une vraie limite. C'est une vraie limite parce que c'est une limite logistique, parce que parfois la météo, joue contre nous pour les avions, parce que des fois, bah, c'est compliqué de pouvoir, la nuit en urgence aller dans un endroit qui est un peu plus, qui est assez loin. Donc c'est une vraie course contre la Parfois, c'est montre. vous qui amenez le patient ou c'est toujours le cœur qui vient au patient? C'est toujours le cœur qui vient au patient parce qu'en fait, lorsqu'il y a un don d'organes, hein, quand un patient décède et qu'il donne ses organes pour la transplantation, il y a plusieurs équipes au niveau national qui vont venir, certaines pour le cœur, d'autres pour le foie, les poumons, les reins, etc. Et les greffons peuvent être attribués à un patient pour le cœur à Paris, pour le foie à Rennes, pour les poumons à Marseille. Vous voyez, donc en fait, c'est les organes qui se déplacent, hein.
et pas les patients, hein. Et l'autre point, c'est que les patients qui donnent leurs organes, qui sont des patients en mort encéphalique, hein, Mmh. sont des patients qui sont très instables. Donc en fait, on est pris par le temps et on ne peut pas vraiment les déplacer. Alors là, vous êtes en salle d'op, vous mettez le nouveau cœur. Mmh. Qu'est-ce que vous attendez pour savoir si ça a marché? Il faut qu'il rebatte? Alors, oui, Vous retenez votre souffle? Alors en fait, c'est ce que vous dites, c'est vrai, hein. C'est quand on fait la transplantation, ça prend le geste de transplantation en tant que tel, c'est à peu près 1 heure, hein, le temps de faire ce qu'on appelle les anastomoses, c'est-à-dire la couture, hein, pour pouvoir remettre le nouveau cœur en place, hein. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle le déclampage, c'est-à-dire qu'on enlève la pince qui est sur l'aorte pour ramener du sang dans le cœur, reperfuser le cœur. Et là, il y a toujours un petit moment de petit stress quand même, Ouais. c'est de voir est-ce qu'il va repartir et comment il va repartir. Est-ce que rapidement il reprend une fonction normale, une contractilité normale. Et donc ça, c'est la première phase. Et ensuite, eh bien, il va falloir qu'on arrête la machine qui remplace le cœur et les poumons. Et donc, Ça, c'est le perfuseur? c'est le perfusionniste qui fait ça, ouais, Perfusionniste, tout à pardon. fait. Et donc là, il y a une petite phase d'1 heure à peu près après la fin de la transplantation où progressivement, on laisse le cœur remplacer la machine pour retirer la machine. Si on y arrive, bah a priori, c'est bien. En tout cas, la première phase est gagnée. Si on n'y arrive pas, on a des machines qui permettent d'assurer temporairement le relais et qui seront retirées quelques jours plus tard. C'est combien de temps, une opération, une greffe du cœur? Alors, ça dépend des cas. Un cas qui est entre guillemets assez simple, c'est 4 heures. Ouais. Un cas qui est beaucoup plus compliqué, ça peut être une dizaine ou une douzaine d'heures. Parce que donc là, on imagine, vous êtes mobilisé pendant 12 heures. Ensuite, vous avez, j'imagine, la peur du rejet. Comment vous vivez ça, vous? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une échappatoire, de Oui, alors bah, c'est quand même pas des c'est métiers traditionnels. oui, mais c'est notre métier, hein. On est Mmh. formé pour ça, on est entraîné pour ça. Ce que Mais vous je dites entraîner, c'est comme un sportif presque, quoi? Ouais, enfin, c'est un entraînement. D'abord, c'est une formation qui est longue Mmh. pour Ah oui. pouvoir faire ça. Et ensuite, on n'est pas tout seul, il y a une équipe. C'est progressivement qu'on fait ce genre de choses. Et oui, ça nécessite un peu d'avoir un échappatoire. Alors, certains font du sport, chacun trouve un peu Ouais. un échappatoire comme il peut et en fonction du temps qu'il a, ce qui est pas ce dont on dispose le Oui, c'est ça plus. ce que j'allais dire, Ouais, parce que là, pour trouver des moments ouais, où vous allez, méditer, il faut les trouver. Si vous opérez 12 heures par jour ouais, c'est un et que peu vous voulez caser compliqué, la famille et tout, ça va être c'est compliqué. sûr. On peut parler un petit peu des rejets. Est-ce qu'on arrive à mieux, gérer les rejets aujourd'hui? Alors actuellement, pour les rejets, on a tous les traitements immunosuppresseurs, qui sont des traitements qui visent à, si vous voulez, à éviter que le corps rejette l'organe de quelqu'un d'autre, parce que Mmh. c'est ça, hein. C'est ce qui longtemps a été la limite à la transplantation. Lorsque les premières transplantations ont été réalisées, c'était justement ce rejet qui posait un vrai problème. Aujourd'hui, le rejet, c'est quelque chose qui est très bien maîtrisé et on a des traitements qui sont très efficaces, qui permettent vraiment d'éviter les rejets, qui deviennent vraiment quelque chose de beaucoup plus rare que ce que c'était auparavant. Voilà, donc aujourd'hui, quand on est greffé, on peut se dire, «J'ai quand même une bonne chance de survivre», quoi. Bien sûr. Lauriane, elle explique et c'est extrêmement, émouvant, qu'elle a eu, beaucoup de «difficultés» entre guillemets à cohabiter avec son nouveau cœur. D'abord parce que physiquement, il battait plus vite. Comment ça se fait? Alors bon, ça, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments, hein, qui peuvent jouer. Et c'est vrai que les transplants, les Elle le greffons, sentait en fait beaucoup ouais, plus les fort, les quoi. greffons souvent, battent un peu plus vite que le cœur natif, pour plein de raisons un peu compliquées. Mais après, il y a aussi le ressenti des gens. Mmh. Elle a un ressenti différent parce qu'elle est passée par une épreuve difficile Et et beh, elle donc avait un cœur un peu flemmard, c'est ça? Et puis tout à coup, elle a un cœur, extrêmement vif aussi, j'imagine, très tonique? ouais, bah, ça n'a plus rien à voir. Elle a un cœur qui fonctionne correctement et Ouais. avant, il y avait un cœur qui marchait pas. Donc, il y a de ça joue, forcément. Puis il y a l'aspect, la dimension, psychologique, d'avoir aussi, bah, le cœur de quelqu'un d'autre Et alors comment vous qui gérez ça? Ils sont accompagnés les patients? alors ils sont accompagnés, par, les équipes qui les suivent ensuite, c'est-à-dire les équipes de cardiologie, qui gèrent l'insuffisance cardiaque et la transplantation. Il y a des psychologues et puis il y a aussi des associations de patients. Donc ça leur permet d'échanger, ça permet aux patients de se retrouver entre personnes qui ont subi les mêmes épreuves, plus ou moins et d'échanger entre eux et c'est un vrai soutien, je pense, pour les patients. Et les battements cardiaques, alors je vous pose une question qui est peut-être un peu, bébête, je sais pas. Les battements cardiaques, ils se remettent totalement, comme chez le donneur ou le cœur s'emballe, ou le cœur est comment Alors il s'adapte ce bah, cœur? le cœur, il s'adapte. Déjà, il y a les médicaments qui ont un impact sur le cœur, sur le greffon. Et puis le cœur, eh bien, en fait, il s'adapte en fonction des besoins du patient.
Donc, progressivement, il retrouve une fonction cardiaque avec des battements qui dépendent des efforts. Et Oui, en fait, de... tout simplement, après une grosse opération, forcément, il doit pomper plus parce que la patiente est fatiguée, a besoin peut-être de Pas plus, nécessairement, ça non? dépend un peu des gabarits des patients, ça dépend vraiment de plein de choses. D'accord. Alors, quelle espérance de vie est-ce qu'on récupère quand on a un cœur greffé? Alors, en fait, c'est je vais vous donner une réponse Oui, il qui n'y est a une pas de réponse assez réponse générale, absolue, mais bien sûr. chaque patient, c'est un cas différent. Mais on peut espérer 20 ans. Ah Actuellement, ouais, la durée des greffons cardiaques, c'est une vingtaine d'années. Donc, une transplantation qui se passe correctement peut avoir une vingtaine d'années avant d'avoir un cœur qui, par contre, fait ce qu'on appelle souvent à la fin un rejet chronique. C'est en fait, au fil des années, il finit par moins bien fonctionner, en raison notamment pour des raisons un peu immunitaires. Il marche moins bien et au bout des 20 ans, on peut retransplanter les patients. On le fait régulièrement, notamment chez des patients jeunes. Parce que si vous avez une vingtaine d'années, quand vous en à aurez une 40 ans, 40 vous ans, voulez vivre encore beaucoup. oui, et donc on a des solutions quand même. On Et peut puis ça peut retransplanter les gens. s'anticiper puisqu'on le sait, Bien sûr, forcément. ouais. Et il y a des pistes thérapeutiques pour justement éviter d'avoir à regreffer 20 ans après. Est-ce qu'un jour, on pourra garder un cœur pendant 50 ans, 60 ans? Actuellement, alors je vous ai dit, les rejets, on arrive à bien mieux les maîtriser, mais malgré tout, sur le long terme, ça reste un sujet. C'est pour ça qu'au bout de 20 ans, même quand tout se passe bien, les greffons finissent par être moins bien. Donc, il y a certainement encore des pistes de ce côté-là. Actuellement, une stratégie consiste plutôt à dire quand les patients sont assez jeunes, on met d'abord un cœur artificiel ou un équivalent, une machine qui va assister le cœur, qui va pomper à la place du cœur, ce qui va nous permettre de gagner quelques années. Et au bout de quelques années, lorsqu'on arrive un peu aux limites de la machine ou qu'on a des complications, on peut le transplanter dans des meilleures conditions parce qu'en plus, le patient, comme il a la machine qui a pompé pendant des années, il a récupéré, il a pu se réhabiliter, faire du sport. Et donc, il arrive à la transplantation dans de meilleures conditions. Et en plus, on a gagné quelques années pour le transplanter. Et donc, ça, c'est une option aussi. Et quels sont les critères de compatibilité pour un cœur? Il faut avoir le même groupe sanguin, il faut avoir le même âge, il faut être une femme, un homme? Alors, Enfin, il faut que le donneur soit une femme si on est une femme, un homme si on est un homme? en pratique, il faut forcément une compatibilité ABO, c'est-à-dire des groupes sanguins, mais on va un peu plus loin parce qu'on regarde s'il y a d'autres anticorps, notamment en lien avec le HLA. S'il y C'est a quoi le vraiment, HLA? c'est un système immunitaire, si vous D'accord. voulez, la carte d'identité immunitaire des patients. Et donc, on Et essaie que chacun a de différentes? C'est-à-dire on a tous une carte Oui. d'identité différente? Et donc, Ça les gens complexifie un développent peu? plus ou moins d'anticorps contre la différence. C'est ça. Et donc, il faut trouver le greffon qui soit le plus compatible. Et ça, on a le temps d'analyser ça avec, un donneur qui est en mort, donc cérébrale. On met combien de temps pour analyser la compatibilité? Il faut le faire rapidement C'est parce ça? qu'on est pris par le temps. Mais en fait, tout est anticipé avant. Quand on amène un patient à la transplantation, il y a tout un bilan qui est fait pour s'assurer que il va pouvoir accepter tel ou tel greffon. Et quand un greffon nous est proposé, il y a des examens qui permettent en urgence de vérifier la compatibilité, le taux d'anticorps, d'antigènes, etc. Et donc, on regarde avec précision si ça correspond. Parce que dans la transplantation, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, on a un engagement qui est double. On a un engagement et une responsabilité, bien sûr, vis-à-vis du patient qu'on va transplanter, et de son entourage, sa famille, comme pour toutes les interventions qu'on peut faire en chirurgie cardiaque. Mais on a un engagement vers le donneur. Bien sûr. Parce que le donneur, il a donné ses organes, et donc on doit faire en sorte que le cœur que le patient a donné, il puisse profiter à celui qui en a besoin, mais qui en tirera profit. Et donc, c'est aussi ce qui guide les règles d'allocation des greffons, c'est-à-dire, en France, si on doit retenir un chiffre, il y a un cœur pour 2 receveurs. Donc ça veut dire Oui, j'aimerais qu'on que parle un peu de cette on pénurie. gère une pénurie, voilà. Ouais, c'est ça, on gère une pénurie. Est-ce que vous, avant d'en parler, parce que c'est vraiment un sujet très, très important, est-ce que vous êtes tenu de dire à la famille si la greffe a fonctionné ou pas? À la famille du donneur? Alors pas du tout. En fait, si vous voulez, un des principes en France, c'est que le don est anonyme et Mmh. gratuit, et donc un patient, quand il décède, donne ses organes quand il est en mort encéphalique. Donc ces organes vont être prélevés, vont être transplantés. Mais la famille ne sait La pa pas, ne si connaît ça pas a marché, voilà, si une vie ni a été sauvée et cetera. tout à fait, ni la destination. C'est-à-dire, on ne sait pas si le cœur est parti à Marseille ou C'est ça. ailleurs. Il ne faut pas faire de lien avec le receveur. Alors, même si parfois, les circonstances font qu'il y a quand même Aujourd'hui, avec un les lien qui est réseaux, c'est possible. compliqué, hein, Oui, c'est un sujet. il suffit qu'on dise, voilà, il y a une personne qui a été greffée le 15 mars et il y a eu un accident de voiture le 15 mars. Avec les réseaux, parfois
les liens se font. Et après, il n'y a pas d'échange entre la famille du donneur et la famille et le receveur, comme il y a par exemple dans les greffes de moelle. Non, parce que je dis, il faut que le don reste anonyme et donc il n'y a pas de lien. Mais c'est bizarre que ça existe dans les greffes de moelle, parce que pour les greffes de moelle osseuse, ils peuvent communiquer. Mais bon, Ouais, là, c'est mais peut-être un petit peu plus compliqué. pour parce les que organes, c'est différent. Ouais. Oui, parce que là, les 2 personnes sont vivantes, a priori. Je pense que c'est ça qui change. Alors, justement, cette pénurie, est-ce que c'est une spécificité française, professeur, ou est-ce que c'est partout dans le monde, les gens donnent pas leurs organes? Alors, c'est pas une spécificité Leurs française, organes. c'est international en fait, Mmh. parce que donner ses organes, en plus, ça survient dans un contexte qui est toujours dramatique. Bien sûr. C'est-à-dire, enfin, je vais schématiser, mais c'est un jeune qui vient d'avoir un accident de voiture. Vous annoncez en quelques heures à la famille qu'il y a eu l'accident, que c'est très grave, que finalement il va probablement mourir, et on vous dit, il est en mort encéphalique, donc vous le voyez, le cœur bat, on a l'impression qu'il est vivant, mais il est mort, que le cerveau Il est faut déjà mort. faire intégrer ça à la famille, ce qui est très Voilà, compliqué. et dans quelques heures, le cœur va s'arrêter, c'est certain, c'est une certitude. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on demande aux gens, est-ce qu'on peut prélever les organes? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que, en fait, c'est normalement les patients qui, de leur vivant, lorsqu'ils sont opposés au don, doivent s'inscrire sur un registre pour dire qu'ils sont opposés. Mais en pratique, on recueille toujours l'avis des proches et savoir quel était un peu l'avis du patient de son vivant. Et donc, c'est toujours dans un contexte un peu dramatique, un peu dans l'urgence, hein, qu'on doit recueillir ce consentement, en fait, Eh oui. du patient qui est C'est vous décédé. qui le faites, ça? Alors, c'est pas nous, hein, c'est les équipes de C'est ça. coordination qui sont formées pour ça. Hein. Et donc, c'est toujours dans un contexte dramatique. Donc, déjà, ça explique une partie des refus. La deuxième chose, c'est que si on n'en a pas parlé de son vivant, si on n'a pas anticipé les choses avant, en urgence, c'est très, très dur, notamment pour les proches, de prendre la décision, non pas qu'ils sont forcément opposés, mais que prendre l'engagement pour leur fils, leur fille, etc., c'est très compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment en parler de son vivant, parce que c'est un sujet qui est encore un peu trop tabou. C'est ça, j'espère qu'en nous écoutant, ça vous donnera envie peut-être tout à l'heure de dire, bah, tiens, à propos, moi, je t'en ai jamais parlé, mais si jamais il m'arrivait quelque chose, vraiment, je veux donner mes organes. Est-ce qu'il y a une limite d'âge d'ailleurs? Moi, j'ai 52 ans, est-ce que je peux dire là, s'il Il n'y m'arrive a aucun quelque chose? problème. Voilà. Aucun problème. Jusqu'à quel âge? En fait, ça dépend des organes. Et puis après, ça dépend aussi de la fonction De la des organes. santé aussi, Parce que j'imagine. voilà, parfois, il y a des greffons, des cœurs, par exemple, je parle de ce que je connais, qui, chez des patients âgés, vont être encore très bien, vont avoir une bonne contractilité. Enfin, âgés, pas Mais forcément ça, on très, peut le très âgés. tester En fait, c'est lorsque le patient est en mort encéphalique, dans le cadre du bilan, on évalue les différents organes et on voit quel organe peut être éligible pour une transplantation ou quel organe ne l'est pas ou serait un petit peu entre deux. Et donc, s'il y avait vraiment un patient très, très urgent au niveau national, on peut proposer. Et si une équipe considère que c'est la chance pour un patient, on prend ce greffon. Tout à l'heure, vous avez parlé de cœur artificiel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi un cœur artificiel, en fait? Un cœur, alors derrière, là, on dit cœur artificiel, mais en fait, derrière, c'est ce qu'on appelle les assistances circulatoires. Il y a 2 grandes familles. Il y a les assistances circulatoires monoventriculaires gauche, qu'on appelle les LVAD. C'est en fait des pompes qui Mhm. pompent le sang à la pointe du cœur et qui le réinjectent dans l'aorte. Donc, c'est une pompe en fait qui vient aider le cœur. Mais donc, on Mais greffe, on laisse le cœur en place. c'est une aide, en fait. C'est une aide qui vient. Ça, Lauriane, elle n'aurait pas pu en profiter avec Alors, sa pathologie? Alors, c'est difficile d'en parler comme ça, mais elle aurait peut-être pu en participer, mais souvent les cardiopathies hypertrophiques, qui était la pathologie qu'elle avait, empêchent cette pompe de D'accord. fonctionner correctement. Parce que cette pompe, en fait, elle pompe le sang dans le ventricule gauche et elle le réinjecte dans l'aorte et elle est alimentée par un fil électrique, si vous voulez, qui passe à travers la peau, qui est connecté à des batteries. Et ça permet d'assister les patients très longtemps. Et les résultats avec ces pompes-là sont excellents. Hein. On a 90% de survie à 1 an. Enfin, c'est vraiment des très bons résultats qui permettent d'amener les patients ensuite à la transplantation ou pour un patient qui ne peut pas être transplanté, lui donne une qualité de vie et la possibilité de survivre pendant plusieurs années. On a des patients assistés pendant 8 à 10 ans. Et après, on leur change, tout simplement? Et on peut changer la pompe derrière quand ça pose problème. Ça, c'est pour les assistances monoventriculaires. Ouais. Ce sont celles qui sont le plus implantées. Et puis après, quand c'est les 2 ventricules qui ne marchent pas, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on enlève le cœur et on met à la place un cœur artificiel, une pompe qui remplace le cœur. Ça, c'est le cœur artificiel. Donc, on n'a plus de cœur, on n'a plus de On n'a chair. plus de cœur. C'est une machine. C'est une machine qui pompe, qui est alimentée aussi soit par un câble électrique, soit
il y a des pompes pneumatiques, enfin, il y a différents dispositifs. Et là, c'est des patients qui sont beaucoup plus graves. Et là, votre vie dépend entièrement de cette machine. Donc, les résultats sont différents. Faut pas qu'il y ait plus de piles, professeur. Ouais, il faut s'assurer qu'il y ait une bonne alimentation électrique. Ouais, c'est ça. Mais comment on fait pour s'assurer de ça? Bah, en fait, il y a des batteries de secours. Enfin, c'est Ouais, quand d'accord. même très Et ils retrouvent sécurisé. ces patients-là une qualité de vie normale, comme s'ils avaient un cœur classique? Alors, pour ces patients-là, ils retrouvent une qualité de vie qui n'est pas du tout la même que celle des patients dont Ouais, je parlais c'est quand même plus précédemment. compliqué. C'est plus compliqué parce qu'ils sont totalement dépendants. Parce qu'en général, quand vous avez les deux ventricules qui sont atteints, bah, c'est tout l'organisme qui est atteint. Vous êtes dans une situation beaucoup plus grave. Donc, ces patients-là, quand on leur met ces machines, c'est vraiment en attendant une transplantation qui va survenir dans l'année ou les 2 ans qui Oui, parce suivent. que sans ça, de toute façon, leur cœur initial pourrait pas Ah survivre. non, Donc, c'est c'est une sûr. transition, c'est une phase de Voilà. transition. C'est quoi les gros enjeux de demain? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'un jour, on pourra greffer le cœur d'un animal? Est-ce qu'un jour, on pourra Alors, faire un cœur artificiel qui durera? Évidemment, on peut dire oui, bien sûr, un jour peut-être. Mais est-ce que c'est envisageable aujourd'hui? Est-ce que ce sont alors, des pistes de recherche? il y a différentes pistes de recherche, hein. Vous l'avez évoqué, il y en a une, c'est la xénotransplantation, c'est-à-dire greffer le cœur d'un animal. Là, les enjeux, c'est des enjeux immunologiques, c'est-à-dire Ça a été déjà testé, non, il me ça a semble, ouais. été fait, ouais. Le problème, c'est le rejet, là. Parce qu'en Ouais, fait, c'est non ça. seulement il y a un rejet différent avec les groupes sanguins, etc., mais là, on passe d'une espèce à une autre. Et donc, à la fin, le problème du rejet devient un vrai, vrai sujet parce que Ce sont des cœurs de porc, non, qu'on avait ouais, greffés? des cœurs de porc, ça a été fait auparavant avec des cœurs de primates aussi. C'est ça, parce Enfin, que le plus logique, ça serait des singes, non? oui, mais s'il y a des problèmes immunologiques, enfin, c'est très Ouais. compliqué. Et donc, c'est l'avenir depuis longtemps, mais peut-être pour encore Mais c'est le longtemps. passé quand même pour le moment. Ouais, c'est pas pour demain. C'est Et en pas pour plus, ça demain. nécessite des grosses modifications génétiques pour permettre la tolérance immunologique. Donc, c'est quand même très compliqué. Donc, oui, il y a la xénotransplantation qui serait une piste, mais qui est encore un peu loin, je pense. Le cœur artificiel total, c'est vrai que c'est une piste, mais depuis quand même assez longtemps, mais auquel on est confronté à des limites, hein, les limites liées à la coagulation, aux infections, à l'inflammation. L'autre sujet, c'est faire en sorte que tous les greffons qui puissent être transplantés bah, puissent être prélevés. Et donc, faut vraiment faire, je crois, des progrès énormes sur les programmes de promotion du don d'organes, C'est ça. Et c'est ce parce qu'on fait que aujourd'hui aussi. c'est vraiment le sujet, ça sauve des vies, hein. Derrière un donneur, il y a 5 ou 6 patients qui vont survivre et qui vont vivre grâce à lui. Donc, c'est vraiment un point extrêmement important. Et puis après, bah, c'est la préservation des greffons. S'assurer que les greffons qu'on prélève, donc le cœur qu'on va prélever, on va le protéger de manière optimale pour justement avoir derrière des bons résultats. Parce que les protocoles sont pas totalement parfaits aujourd'hui? Alors, je vous l'ai dit, hein, jusqu'alors, on avait des durées de préservation qui sont de l'ordre de 2 heures, 3 heures dans la glacière, parce qu'on était un peu à l'âge de glace, hein, en Ouais. transplantation cardiaque, on conservait dans une glacière. Et donc, ça limite forcément dans le temps. Et puis, c'est pas parfait, on le sait. Mais c'est ce qui marchait et c'est ce qui a fait preuve de son efficacité pendant des années. Maintenant, il y a des avancées. On a des machines qui perfusent en continu le cœur, qui lui apportent en permanence du sang avec de l'oxygène, un sang refroidi. Donc, il protège le cœur, il lui apporte tout ce dont il a besoin. C'est incroyable ce que vous Et racontez quand même. ça permet de vraiment, c'est ce qui arrive, c'est tout en ce moment-là et ces dernières années. Et ça change la donne parce que d'abord, ça améliore la qualité de la préservation des greffons. Deuxièmement, ça nous permet de nous affranchir de la course contre la montre auquel on est confronté quand on fait une transplantation. Donc, on a le temps de se préparer, donc ça change beaucoup de Bien choses. sûr. Et puis, ça nous donne accès à des greffons auxquels on n'a pas accès actuellement. Par exemple, actuellement, on mène à la Pitié-Salpêtrière une étude avec des greffons qui sont prélevés avec, très loin, Mmh. avec des durées de préservation de 12 heures à 14 heures. Et on veut montrer que c'est possible, et ça l'est. Donc ça va changer Ça énormément va de choses oui, c'est parce sûr. que ça veut dire qu'après, on a accès à vraiment énormément de greffons et puis surtout qu'on peut réorganiser notre activité. On n'est plus obligé, de transplanter en urgence à 3 heures du matin, y compris des patients très compliqués. On a le temps d'être dans des bonnes conditions, de mieux se préparer et donc ça va changer de ce point de vue-là aussi énormément de choses. Beh, j'espère que en écoutant le professeur Le Breton, ça vous donnera envie de discuter de ça peut-être en famille tout à l'heure, parce que vous en avez parlé fort justement. Je sais pas, quand on vit ce drame-là, être confronté à ce choix, ça paraît presque inhumain. En revanche, en avoir parlé en amont, ça peut au contraire mettre du sens quand ça vous tombe dessus. Donc voilà, parlez-en et puis comme ça, on améliore le don, on met Ouais. notre petite pierre. Moi, je peux vous donner une anecdote
qui est, je pense, très parlante. Une des dernières transplantations qu'on a réalisées, en fait, la donneuse était une patiente qui avait subi une intervention qui s'était finalement, enfin, dans un autre établissement, et qui s'était pas bien passée. Et donc, elle est passée en mort cérébrale. Et spontanément, c'est son mari qui a proposé aux équipes de réanimation et de coordination, qui a dit, voilà, ma femme, elle aurait aimé donner ses organes, elle aurait aimé donner son cœur, en fait, parce qu'elle avait vu un reportage et ça l'avait marqué. Et donc, elle aurait souhaité faire ça. Donc, il tenait à ce que ce soit fait pour respecter aussi le choix de sa femme. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ce cœur a été prélevé, a été transplanté et les autres organes. Et bah, le greffon, nous, on l'a transplanté à un patient qui est vivant aujourd'hui et qui doit Et tout à qui se cette porte personne. comme un charme Mm. et qui lui doit ça. Ouais. Merci, professeur Guillaume Le Merci à vous. Breton, pour cet éclairage et de nous avoir parlé de votre métier qui est vraiment fascinant. Merci beaucoup. Merci à vous.